À Agbodrafo, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Il semble s'attarder sur les murs décrépits des vieilles maisons coloniales et se reposer sur les eaux tranquilles du lac. C'est ici, sous l'ombre protectrice d'un baobab millénaire dont les racines semblent plonger jusqu'au cœur de la terre, que tout commença. L'oncle Messan était au soir de sa vie. Sa voix n'était plus qu'un souffle, un murmure de parchemin froissé. Mais ses yeux brillaient encore d'une clarté redoutable. Devant lui, agenouillés dans le sable fin, se tenaient Tété et Ekoué. Deux amis d'enfance que rien n'avait jamais séparés. Pas même les tempêtes de l'adolescence, on les appelait les deux doigts de la main. Entre eux, posée sur une natte tressée, se trouvait une vieille mallette en cuir craquelé, fermée par un cadenas de fer. « Mes fils », commença l'oncle Messan en posant une main tremblante sur le coffre. « Ce que vous voyez ici n'est pas de l'argent. C'est l'espoir des mères d'Agbodrafo. C'est la sueur des planteurs de maïs et la patience des vendeuses de poissons. C'est la tontine du village, 2 millions de francs CFA, économisés sou par sou, pour que nos enfants n'aient plus à naître sur des nattes à même le sol, pour notre futur centre de santé. » Tété sentit son cœur bondir dans sa poitrine. 2 millions. Pour lui qui ne gagnait que des miettes en faisant le taxi-moto à Lomé, cette somme représentait une galaxie de possibilités. Ekoué, lui, baissa la tête, écrasé par la solennité du moment. Je pars rejoindre les ancêtres, continua l'oncle Tété. Tu as l'esprit vif et le sens des affaires. Tu garderas la mallette à Lomé, là où l'argent peut fructifier en sécurité. Ekoué, tu es le calme et la mémoire. Tu garderas la clé ici, au village. L'un ne peut rien faire sans l'autre. C'est ainsi que je protège ce trésor par votre amitié. L'oncle Messan leur demanda de poser leurs mains sur le cuir froid de la mallette. Jurez-vous, devant les eaux du lac qui nous regardent, que pas un centime de cet argent ne servira à autre chose qu'à la pierre et au ciment de l'hôpital. Je le jure, oncle, répondit Ekoué d'une voix de roc. Je le jure sur ma vie, ajouta Tété, bien que ses doigts se soient légèrement crispés sur la poignée. Le lendemain, les deux amis se séparèrent à la gare routière. Tété monta dans un taxi de brousse en direction de la capitale, la mallette serrée contre ses genoux. À travers la vitre, il voyait Ekoué lui faire signe, debout dans la poussière d'Agbodrafo, la petite clé de fer suspendue à son cou par un cordon de cuir. En arrivant à Lomé, le décor changea brusquement, le silence du lac fut remplacé par le tumulte assourdissant du grand marché. Les klaxons des émidians, les cris des nanabens, l'odeur du gasoil et du piment frais. Tété monta dans sa petite chambre de location à Adidogomé. Il posa la mallette sous son lit, mais il ne put s'empêcher de la regarder. Le cuir semblait palpiter pour la première fois de sa vie. Tété dormait dans la même pièce qu'une fortune. Dehors, les lumières de la ville clignotaient, l'appelant vers les bars branchés de décans où la bière coule à flot et où les vêtements de marque font de vous un roi. Tété ferma les yeux, mais dans l'obscurité, il ne voyait pas les murs de l'hôpital d'Agbodrafo. Il voyait les chromes d'une voiture neuve et les sourires des filles qui ne regardent que ceux qui brillent. Le serment du lac était encore frais, mais à Lomé, les promesses s'évaporent souvent plus vite que la rosée du matin. Sous le lit de Tété, le trésor des pauvres attendait. Et avec lui, le premier acte d'une trahison qui allait faire trembler les rives du Togo.
Lomé ne dort jamais vraiment. Et pour Tété, la ville était devenue un miroir aux alouettes. Les premières semaines, il respecta son serment. La mallette restait sous le lit, intacte comme un cadavre dont on a peur de croiser le regard. Mais à Lomé, on n'existe que parce que l'on montre. Tété fréquentait un groupe de jeunes ambianceurs qui se réunissaient chaque soir près du grand marché. Ils portaient des lunettes noires même la nuit, des chaussures qui brillaient plus que leur avenir. Ils commandaient des bouteilles sans jamais regarder le prix. Hé, Tété, toujours avec ta vieille moto qui fume, lança un soir Blaise, le meneur du groupe, en faisant crisser les pneus d'une Mercedes d'occasion. Un homme de ta classe mérite mieux. Regarde-nous, on vit le moment présent. La vie est courte, mon frère. Tété souriait, mais il sentait la honte monter. Il se sentait petit, invisible ce soir-là, en rentrant dans sa petite chambre. L'odeur de la pauvreté lui parut insupportable. Il s'assit sur son lit. La mallette était là. Juste 50 000, murmura-t-il à l'obscurité. Juste pour louer une voiture ce week-end, impressionner Blaise et les autres. Je ferai des courses supplémentaires avec ma moto et je remettrai l'argent lundi. Personne ne saura Ekwe est au village, il compte les poissons, il ne verra rien. Le problème avec la mallette, c'est qu'elle n'avait pas de clé, mais Tété était habile de ses mains. Avec un fil de fer et beaucoup de patience, il parvint à forcer le vieux cadenas de l'oncle Messon. Le déclic du métal sonna dans la pièce comme un coup de feu. Quand il ouvrit le coffre, l'odeur des billets, une odeur de vieux papier et de sueur, l'enivra. Il prit quelques coupures. Son cœur battait si fort qu'il croyait que les voisins l'entendaient. Le week-end fut une explosion de couleurs. Tété loua une voiture élégante, s'acheta une chemise en soie au grand marché et paya des tournées générales. Pour la première fois de sa vie, on l'appelait boss. On le saluait avec respect. Il aimait ce vertige, il aimait cette puissance factice. Mais le lundi, l'argent n'était pas revenu. Au contraire, il fallait entretenir le mensonge. On ne peut pas être un boss le samedi et redevenir un pauvre conducteur de Zémidjan le lundi. Le cercle vicieux s'installa. 50 000 devinrent 100 000, 100 000 devinrent 200 000. Chaque fois qu'il piochait dans la mallette, Tété se sentait de moins en moins coupable, il se justifiait. Après tout, c'est moi qui prends les risques à Lomé-Ekwe, lui dort tranquille. Je mérite une commission pour la gestion. Un matin, alors qu'il admirait sa nouvelle montre dans le miroir, il reçut un appel. C'était Ekwe, la voix de son ami était pleine d'enthousiasme, ce qui fit l'effet d'un coup de poignard dans l'estomac de Tété. Tété, bonne nouvelle. Le comité du village a trouvé le terrain pour l'hôpital. Le chef veut qu'on apporte la mallette dimanche prochain pour la cérémonie de pose de la première pierre. Prépare-toi, mon frère. Agbodrafo va enfin respirer. Tété sentit ses jambes fléchir. Il regarda la mallette. Elle était à moitié vide. Les 2 millions n'étaient plus qu'une poignée de billets épars. La sueur perla sur son front. À Lomé, les sirènes de la fête s'étaient tues pour laisser place aux cris de sa conscience. Mais au lieu de se repentir, la peur poussa Tété vers une solution plus sombre. Pour sauver sa peau, il devait trouver un coupable. Et ce coupable, il l'avait déjà choisi. Celui qui détenait la clé, celui qui lui faisait confiance par-dessus tout. L'amitié qui avait survécu à l'enfance ne pesait plus rien face à la peur d'être démasqué comme un voleur. Le venin de la calomnie commençait à couler dans l'esprit de Tété. Tété n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes, mais d'une fatigue nerveuse qui le rongeait. Dans le sac de sport posé sur ses genoux, la mallette semblait peser 1 tonne. Pour cacher le vide laissé par l'argent volé, il l'avait remplie de vieux journaux soigneusement découpés,
à la taille des billets, ne laissant qu'une mince liasse de véritables coupures sur le dessus. En arrivant à Agbaudrafo, il fut accueilli comme un héros. Le village était en fête, les femmes avaient revêtu leurs plus beaux pagnes, et les tambours résonnaient déjà sous le grand fromager. Ekwe l'attendait, un sourire immense aux lèvres, la petite clé de fer brillant fièrement sur sa poitrine. « Mon frère !» s'écrie Ekwe en l'embrassant. « Tu as l'air fatigué, la ville t'a épuisé, mais repose-toi, aujourd'hui est le jour de notre honneur. » Tété ne sourit pas, il écarta Ekwe, avec une froideur qui glaça l'assistance. L'honneur, cracha. Tété la voix forte pour que tout le monde entende. Tu parles d'honneur, Ekwe? Toi qui as envoyé des messagers à Lomé pour me demander de te prêter de l'argent sur la caisse du village. Le silence tomba sur Agbaudrafo. Les tambours s'arrêtèrent net, Ekwe fit un pas en arrière, le visage décomposé par la stupeur. « De quoi parles-tu, Tété? Je ne t'ai jamais rien demandé de tel. » « Mensonge !» hurla. Tété monta en puissance dans son rôle de victime. « Tu savais que j'avais la mallette, mais tu savais aussi que sans ta clé, je ne pouvais pas vérifier le compte chaque jour. Tu es venu me voir en secret la semaine dernière. Tu as dit que ta mère était malade, que tu avais besoin de 300 000 francs. J'ai refusé, mais tu as profité d'un moment où je dormais pour utiliser ton double des clés. » « Quel double? Je n'ai qu'une seule clé. » Bégaya Ekwe les mains tremblantes. Tété sortit alors de sa poche une fausse clé qu'il avait fait fabriquer à Lomé. Il la jeta au sol, dans la poussière. « Je l'ai trouvée sous ton oreiller ce matin, quand je suis passé chez toi avant la cérémonie. La mallette est vide, Ekwe. Tu as ruiné l'espoir de nos mères pour tes propres dettes. » La foule explosa. Dans un village, la calomnie est comme un incendie dans une brousse sèche. Les gens ne cherchèrent pas de preuves. Ils virent la colère de Tété, qu'ils prirent pour de l'honnêteté blessée, et la confusion d'Ekwe, qu'ils prirent pour de la culpabilité. Le chef du village s'avança, le visage sombre, ouvrait la mallette. Moussa s'exécuta. Il inséra la clé d'Ekwe, le cadenas s'ouvrit sous les yeux horrifiés des anciens. Tété souleva la première liasse en dessous. Des morceaux de papier journal s'éparpillèrent au vent. Un cri de douleur s'éleva de la foule, des mères se mirent à pleurer. Voleur, cria une voix, traître à ton propre sang, hurla une autre. Ekwe fut saisi par les jeunes du village. Il ne se défendit pas. Il regardait Tété avec une tristesse si profonde qu'elle aurait dû percer le cœur de son ami. Mais Tété ne baissa pas les yeux. Il avait franchi le point de non-retour. Pour protéger sa vie de mensonges à Lomé, il venait d'offrir la vie de son frère en sacrifice. Jetez-le dans la case des prisonniers, en attendant le jugement des ancêtres, ordonna le chef. Tété resta debout, seul au centre du cercle. Il avait gagné, il était libre. Mais en regardant le lac, il s'aperçut que l'eau n'était plus bleue. Elle était noire, le venin qu'il avait craché sur Ekwe venait de polluer sa propre âme. Et le silence qui s'installait sur le village était plus terrifiant que toutes les colères. Ekwe passa la nuit, enchaîné dans la case de garde. Mais il ne dormit pas. Il ne pria pas non plus pour sa libération. Il resta assis, le regard fixé sur la lune qui se reflétait dans une flaque d'eau à travers la porte entr'ouverte. Au village, on ne badine pas avec l'argent de la tontine. C'est le sang du peuple, et le verser est un crime contre les vivants et les morts. Le lendemain, le soleil se leva, rouge et menaçant. Le chef du village,
entouré des 7 sages, fit convoquer toute la population sur la place sacrée d'Agbodrafo, au bord du lac. Le vol est une tache sur notre nom, déclara le chef. Mais la calomnie est un poison dans nos puits, puisque chacun clame son innocence. Nous allons interroger le lac Togo. Il a vu naître vos pères, il verra la vérité. Tété, debout parmi la foule, sentit ses genoux fléchir. Il portait toujours sa belle chemise de Lomé, mais elle lui semblait soudain lourde comme une armure de plomb. Il pensait que tout était réglé, que sa parole suffirait. Il n'avait pas prévu le retour au loin ancestral. Le prêtre du lac s'avança avec une jarre d'eau, puisée au milieu des courants les plus profonds. « Voici l'eau du serment », dit-il d'une voix qui semblait sortir des profondeurs de la terre. Celui qui a menti verra son visage se décomposer dans cette eau. Celui qui a volé verra ses mains noircir dès qu'il touchera la jarre. C'était une épreuve psychologique redoutable, un miroir de la conscience. Ekoué s'avança, le premier, ses mouvements étaient lents, empreints d'une dignité qui commença à faire douter quelques villageois. Il plongea ses mains dans l'eau claire. Il resta ainsi une minute entière. Quand il les retira, elles étaient pures, lavées de la poussière de la prison. Et son reflet dans la jarre était aussi net que le jour de sa naissance. Un murmure parcourut la foule. À ton tour, Tété, l'homme de la capitale, lança le prêtre. Tété s'approcha. Chaque pas lui semblait durer une éternité. Les yeux de Blaise et de ses amis de Lomé lui revinrent en mémoire. Leurs rires, leurs bouteilles, leurs fêtes. Tout cela lui parut soudain si lointain, si insignifiant face à la jarre sacrée. Alors qu'il tendait la main, un détail le stoppa net. Sur le bord de la jarre, une mouche s'était posée. Pour Tété, dans son état de panique, la mouche semblait être un monstre envoyé par l'oncle Messan. Il vit son reflet dans l'eau. Mais ce n'était pas son visage habituel, sa culpabilité, amplifiée par la peur et la chaleur, lui joua un tour cruel. Il crut voir le visage de l'oncle Messan, sévère, lui demandant des comptes. Je, bégaya Tété. Ses mains tremblaient si fort qu'il renversa presque la jarre, dans son délire de culpabilité. Il crut voir ses paumes devenir sombres, couvertes d'une tache d'encre imaginaire. « Regardez !» cria une vieille femme au premier rang. Il a peur de l'eau. Ses mains tremblent comme celles d'un criminel. Tété recula, les yeux exorbités. La pression était trop forte, le masque de l'homme moderne, de l'ambianceur de Lomé, vola en éclats. Il tomba à genoux dans le sable brûlant. « Pardonnez-moi !» hurla-t-il en se griffant le visage. « Ce n'est pas Ekoué, c'est moi. C'est Lomé qui m'a mangé le cœur. L'argent est parti dans les voitures, dans les vêtements, dans le vent. Ekoué est innocent. » Un silence de mort s'abattit sur la place. On n'entendait plus que les sanglots convulsifs de Tété. Ekoué s'approcha de lui. Il ne le frappa pas. Il ne l'insulta pas. Il posa simplement sa main sur la tête de celui qui fut son frère. « Pourquoi, Tété ?» demanda-t-il doucement. « On aurait pu construire cet hôpital ensemble. Tu aurais pu être le premier à y soigner tes enfants. » Le chef se leva, le visage de pierre. La vérité est sortie de l'eau. « Tété, tu as trahi le sang, la terre et la parole donnée. Le châtiment sera à la hauteur de ton crime. » À cet instant, Tété réalisa que la prison de Lomé était douce comparée à l'exil intérieur qu'il venait de s'infliger. La fortune était partie, ses amis de la ville avaient disparu, et il ne lui restait que le sable d'Agbodrafo et l'ombre d'un crime qu'il porterait toute sa vie. Le jugement tomba comme une sentence divine. Tété ne fut pas jeté en prison.
le chef et les sages décidèrent d'un châtiment bien plus lourd pour un homme qui aimait tant briller. Le bannissement du regard des autres. Il fut condamné à rester au villa, mais à travailler chaque jour, du lever au coucher du soleil. Sur le chantier de l'hôpital, sans jamais avoir le droit de porter des vêtements neufs ou de quitter Agodrafo, tant que le bâtiment ne serait pas achevé. Tété, l'ancien boss de Lomé, devient le manœuvre de l'ombre. Ses mains, autrefois soignées, se couvrirent de callosité. Son visage, qu'il aimait tant pomponner, fut brûlé par le sel du lac et la poussière du ciment. Chaque brique qui posait était un rappel de l'argent qu'il avait gaspillé dans les bars de la capitale. Pendant 3 ans, le chantier avança. Ce ne fut pas facile. L'argent manquait car le trou laissé par Tété était immense. Mais c'est là que le miracle de l'intégrité se produisit, voyant le courage d'Ekoué, qui continuait à gérer le peu qu'il restait avec une transparence absolue. Les villageois, et même les Togolais de l'étranger ayant entendu l'histoire, doublèrent leurs efforts. Les dons affluèrent, non pas parce qu'il y avait un trésor, mais parce qu'il y avait enfin de la confiance. Le jour de l'inauguration, le centre de santé brillait sous le soleil de midi, blanc et fier. Toute la région maritime était là. Tété se tenait à l'écart derrière le bâtiment, assis sur un vieux sac de ciment. Il portait une simple tunique de coton gris. Il ne cherchait plus les caméras, ni les applaudissements. Il regardait simplement une jeune mère sortir de l'hôpital avec son nouveau-né dans les bras, sain et sauf pour la première fois depuis des années. Tété ressentit une paix que ni la bière de Lomé, ni ses vêtements de marque ne lui avaient jamais donnée. Ekoué s'approcha de lui, il tenait dans sa main la petite clé de fer, celle-là même qui avait causé tant de drames. Le toit est posé, Tété, dit-il simplement, ta dette envers le village est payée. Tété leva les yeux vers son ami. La dette d'argent est payée, Ekoué, mais la dette envers ton amitié, je ne sais pas si je pourrai un jour la rembourser. Ekoué lui tendit la main pour l'aider à se relever. Tu l'as déjà fait en restant ici, en acceptant de redevenir un homme de terre au lieu d'un homme de vent. Toi qui m'écoutes, toi qui es peut-être aujourd'hui dans le tourbillon de la ville, pressé par l'envie de paraître, de briller, de montrer que tu as réussi. Regarde bien la mallette que tu portes. Est-ce ton argent ou est-ce le fruit de la confiance que les autres ont placée en toi? On peut tromper les hommes par des vêtements chers et des paroles mielleuses, mais on ne trompe jamais le miroir de sa propre conscience. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu as dans tes poches, c'est ce que les gens disent de toi quand tu as le dos tourné. Ne sacrifie pas ton honneur pour un samedi soir de gloire à Lomé ou ailleurs, car le jour où la fête s'arrête, et elle s'arrête toujours, il ne te restera que ton nom. Assure-toi que ton nom soit assez solide pour te servir de maison. N'oublie jamais, l'argent volé est un feu qui finit par brûler les mains de celui qui le tient. Sois le gardien de ton intégrité et la vie sera le gardien de ton destin.